La Terre est âgée de 4,5 milliards d'années, et pourtant elle reste en constante évolution. Dérive des continents, éruptions volcaniques, avancées et recul des glaciers. La surface de la Terre se façonne avec une infinie variété, et les mystères géologiques sont légion. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une force phénoménale qui a modelé la surface de la Terre. C'est un événement extraterrestre qui ne survient qu'une fois tous les millions d'années. Mais en quelques secondes seulement, de gigantesques rochers venant de l'espace entrent dans l'atmosphère et percutent notre planète. L'étude des impacts d'astéroïdes a permis aux scientifiques de mieux comprendre le processus de formation de l'univers et de lever le voile sur le passé de la Terre elle-même. Il y a un cratère géant dans le désert d'Arizona à 55 km à l'est de Flagstaff. Il est gigantesque. 2000 mètres de largeur et plus de 165 mètres de profondeur. Il pourrait accueillir l'obélisque du Washington Monument. Ce gouffre intrigue les géologues de la fin du 19e siècle. Ils s'accordent à dire que seule une force phénoménale a pu le créer. Mais de quelle nature est-elle ? La théorie la plus vraisemblable est celle d'une énorme éruption volcanique. Des dépressions similaires ont été répertoriées dans des zones d'activité volcanique. Mais après avoir longuement observé la surface de la Lune au télescope, Grover Gilbert, qui dirige alors les études géologiques américaines, avance une autre hypothèse. Il a noté des similitudes entre les cratères lunaires et celui du désert d'Arizona. Il pense que ce dernier peut avoir été formé par un impact. Mais ce n'est qu'une hypothèse. À l'époque, personne n'a encore pu établir le lien entre des cratères terrestres et la collision de corps célestes avec notre planète. En 1892, Gilbert décide de se rendre sur place. Il se demandait si l'origine du cratère était un impact d'astéroïde ou une éruption volcanique. Il voulait mettre ces deux hypothèses concurrentes à l'épreuve. Gilbert part d'un principe simple. S'il y a eu un impact avec un astéroïde, il doit y avoir un énorme rocher extraterrestre au centre du cratère. Or, ce n'est pas le cas. Il découvre en revanche les signes d'une activité volcanique probable. En arrivant sur les lieux, Grover Gilbert est persuadé que la dépression est en quelque sorte liée aux pics volcaniques que l'on aperçoit au loin. On les distingue au-delà des bords du cratère. Il a tout de suite privilégié l'hypothèse volcanique, au détriment de l'hypothèse météoritique. Non loin de ce mystérieux cratère, Gilbert trouve un autre trou gigantesque. Pour lui, cela ne fait pas de doute. C'est un cratère volcanique inhabituel qu'on appelle Mare. 4 ans plus tôt, au Japon, les chercheurs ont observé une gigantesque explosion souterraine de vapeur à l'origine de la formation d'un mare. Le cratère généré ressemble à la dépression géante que rencontre Gilbert dans le désert d'Arizona. Un mare se forme quand du magma basaltique remonte vers la surface de la Terre et rencontre une source d'eau souterraine. Cela provoque une explosion de vapeur qui va générer un cratère comme celui derrière moi. Les deux cratères presque identiques ne sont qu'à 80 km l'un de l'autre dans le désert. L'un d'eux est connu pour être d'origine volcanique. Du fait de leur proximité, Gilbert en conclut que le mystérieux cratère est également un phénomène volcanique. En 1896, il publie ses travaux qui feront référence en la matière. Pour l'ensemble des géologues, le débat est clos. Mais 6 ans après les études de Gilbert, un homme d'affaires et ingénieur des mines américain, Daniel Barringer, arrive sur les lieux. Les débris ferreux que les bergers trouvent autour du cratère en allant faire paître leurs troupeaux l'intriguent. Barringer pense que Gilbert s'est trompé sur les origines du cratère. C'est ce type de fragment de roche qui a relancé le débat.
On n'en trouve sur aucun autre site géologique et il ne semble pas provenir d'un quelconque processus géologique terrestre. Le fer est en général mélangé à d'autres minéraux dans la roche. Mais dans ce mystérieux cratère, on en trouve des fragments pratiquement purs. Il y en a en grande quantité disséminés dans une vaste zone autour du cratère, alors que l'on en trouve peu à la surface de la Terre. Barringer pense que ce sont des météorites, des fragments de roche provenant de la dislocation d'un gros astéroïde. Il soupçonne que ce gigantesque trou dans le désert a été creusé par l'impact d'un astéroïde géant constitué principalement de fer. L'entrepreneur flaire l'opportunité commerciale. D'après la taille du cratère, il estime le poids de l'astéroïde à une dizaine de millions de tonnes. À 80 $ la tonne de fer, sa fortune est assurée. En 1903, Barringer achète les terrains comprenant tout le cratère, soit près de 5000 mètres carrés, et engage une équipe de mineurs. Certain d'avoir affaire à un cratère d'impact, il le baptise Météor Cratère. Nous sommes dans les vestiges d'un baraquement de l'exploitation minière de Barringer. C'est ici que vivaient, mangeaient et dormaient ses ouvriers. Ils recherchaient des fragments météoritiques qu'ils pensaient enfouis dans le sous-sol du cratère. Les années passent. Barringer et ses hommes ne trouvent que de petits morceaux de fer. Mais ils ne se découragent pas et creusent des puits toujours plus profonds. Le plus grand, que l'on peut voir ici, forme un îlot de débris blancs au centre du cratère. L'un des forages, tout près de là où je me tiens, descend à plus de 400 mètres de profondeur. Dans la plupart des puits, ils ont trouvé les traces d'un impact avec un corps météoritique. Mais ils n'ont jamais trouvé de météorite géante. Les indices ne manquent pas, comme Barringer le constate. Il y a ces étranges formations rocheuses. Ou encore cette roche réduite en fine poudre tout autour du cratère. Il remarque à juste titre que cette poudre est presque aussi fine que du talc. Il en déduit que l'on est en présence d'une anomalie géologique. Pour Barringer, la poudre de roche ne peut vouloir indiquer qu'une chose, l'impact violent d'un astéroïde. En présence de ce genre de roche, un géologue sait qu'il n'a pas affaire à un cratère volcanique. Il s'est passé autre chose. La question est de savoir quoi. Barringer découvre d'autres formations inhabituelles. Sur les bords du cratère, il y a des bancs de roches retournés de façon chaotique. Une énergie a soulevé la roche des bords du cratère, qui était au départ parfaitement horizontale. On voit d'après les strates que la roche a été soulevée. Et quand on remonte vers le bord du cratère, on constate qu'elle a complètement basculé. « 27 ans durant, Daniel Barringer creuse le sous-sol du cratère à la recherche d'une météorite géante. En vain. Il meurt en 1929, après avoir englouti 600 000 $ provenant de sa fortune personnelle et d'investissements privés, l'équivalent de 10 millions de dollars actuels. Le site appartient toujours à la famille Barringer. Mais sa théorie d'impact météoritique a rouvert le débat grâce aux 3 anomalies qu'il a mises en évidence. Tout d'abord, des fragments de fer purs disséminés sur le cratère. Puis, la roche réduite en poudre fine. Et enfin, les bancs de roche soulevés sur les bords de la dépression. Barringer n'a pas convaincu la communauté géologique que c'était un cratère d'impact. Mais il a inspiré un certain nombre de personnes qui ont cherché par la suite à étayer sa théorie d'impact météoritique. La théorie de Barringer va connaître un rebondissement inattendu près de 6 décennies plus tard. Le météore cratère dans le désert d'Arizona est longtemps resté un mystère pour la communauté géologique. Le débat sur son origine volcanique ou météoritique ne sera clos qu'en 1960.
Un jeune géologue, Eugene Shoemaker, est intrigué par les découvertes de Barringer. Il va relancer l'intérêt pour le météore-cratère et imprimer une direction nouvelle aux recherches, faisant de ce site l'un des cratères terrestres les plus étudiés au monde. Shoemaker étudie les cratères formés par les explosions nucléaires sur les sites d'essai du Nevada. Sa mission consiste à déterminer les conséquences de ces explosions sur l'environnement. Fait curieux, il trouve sur les sites d'essai les mêmes formations rocheuses que celles du météore-cratère décrites par Barringer. Eugene Shoemaker est décédé en 1997, mais sa femme, l'astronome Caroline Shoemaker, se souvient de ses découvertes. Eugène comparait le météore-cratère au cratère qu'il étudiait sur les sites d'essais nucléaires du Nevada. Dans le Nevada, il a constaté les mêmes bancs de roches retournés sur les rebords. Or, c'était un phénomène notable sur le site du météore-cratère. Il y avait donc de grandes similitudes. Shoemaker trouve un autre élément en faveur du rapprochement des cratères du Nevada et du météore-cratère. Il a étudié des échantillons d'une roche très inhabituelle. À l'origine, c'est du grès, mais il a été altéré. Dans les cratères d'explosion nucléaire, Shoemaker découvre des structures cristallines, les mêmes que celles présentes dans le météore-cratère. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes en présence de quartz choqué. Les cristaux de quartz présents dans le grès ont fondu pour former une sorte de matrice translucide et poreuse. Il faut une énergie considérable comme celle engendrée par une explosion nucléaire pour former ce type de quartz. Pour Shoemaker, c'est la preuve formelle que le météore-cratère n'est pas un phénomène volcanique. Il a été formé par l'impact violent d'un astéroïde. Le quartz choqué va permettre aux scientifiques de déterminer l'âge du cratère. Quand un astéroïde percute la Terre, l'énergie de l'impact est absorbée par les roches alentours. Grâce à un procédé de datation par luminescence, il est possible de mesurer l'énergie restituée par la roche sous forme de lumière. Selon le quartz choqué du météore-cratère, l'impact a eu lieu il y a 50 000 ans. Mais pour certains sceptiques, il reste un problème que cette théorie ne résout pas. S'il y a eu un impact d'astéroïde géant, où se trouve le corps céleste? Les scientifiques pensent que la météorite constituée de fer s'est vaporisée lors de l'impact. La preuve est donnée en 1997 grâce à la modélisation 3D qui permet de simuler l'impact. D'après la taille du cratère, on estime que l'astéroïde devait peser au moins 300 000 tonnes au moment de l'impact. Des données relevées plus tard ont montré qu'il est entré en collision avec le sol à 20 km/s, soit 35 fois la vitesse du son. L'impact a déclenché une onde de choc plusieurs fois supérieure à celle d'une explosion nucléaire. En quelques secondes, l'impact a creusé un immense cratère, propulsant des tonnes de débris alentour. Et en un clin d'œil, l'onde de choc a créé un souffle à très haute vélocité à travers le panorama. L'onde de choc s'est répercutée dans le cœur de la météorite ferreuse, ce qui a eu pour effet de la vaporiser presque entièrement. Les fragments restants ont été projetés à près de 10 km aux alentours. L'énergie qui a formé ce cratère est plusieurs centaines de fois, voire un millier de fois plus importante que celle qui a détruit Hiroshima et Nagasaki pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les géologues ont fini par comprendre pourquoi il n'y avait pas de météorite géante dans le cratère d'Arizona. Les structures cristallines de la roche révèlent que l'impact a créé une formidable onde de choc. La modélisation 3D montre que l'action combinée de la vitesse et la taille de la météorite a créé suffisamment d'énergie pour vaporiser le corps céleste lui-même au moment de la collision.
Ce cratère a une importance particulière, car c'est le cratère d'impact terrestre le plus jeune et le moins érodé. C'est également le premier cratère d'impact identifié comme tel sur la surface de la Terre. Il est à la géologie ce que la pierre de Rosette est à l'égyptologie. Tous les spécialistes en la matière viennent ici pour étudier le processus géologique impliqué dans un cratère d'impact. À partir des années 60, avec la preuve apportée par Shoemaker de l'origine météoritique du météore-cratère, les géologues se mettent en quête d'autres cratères d'impact. Forts de ce nouveau savoir et s'appuyant sur le développement de la photographie par satellite, ils étudient la façon dont les météorites ont façonné la surface de la Terre. La communauté scientifique sait désormais qu'un gigantesque corps céleste peut traverser l'espace et venir percuter le sol terrestre. L'étape suivante consiste à localiser d'autres cratères d'impact. Il s'agit de vérifier si certains cratères, identifiés comme des phénomènes volcaniques, n'ont pas en réalité une origine météoritique. Les recherches se concentrent en premier lieu sur Sudbury, en Ontario, Canada. Il n'y a pas de cratère visible, mais cela fait plus de 150 ans que la ville exploite un site minier d'une richesse exceptionnelle. Cette manne est un mystère géologique. Dans le sous-sol de Sudbury, à plus de 900 mètres de profondeur, se trouvent de larges veines de cuivre et de nickel. Jusque-là, leur présence était associée à une activité volcanique. Ce qui distingue Sudbury, c'est qu'elle possède un des plus riches gisements de minerais du monde. Au départ, on les associait à une activité volcanique. En remontant du centre de la Terre vers la surface, le magma charrie des dépôts de métaux. Mais cette théorie présente des lacunes. Quand les chercheurs examinent les roches aux alentours des mines, ils soulèvent une incohérence. Aucune des roches d'affleurement ne résulte d'une activité volcanique. Serait-ce la preuve que les riches gisements de cuivre et de nickel sont issus d'un autre processus géologique? Le mystère s'épaissit jusqu'à ce qu'il découvre le travail d'Eugene Shoemaker sur le météore-cratère. Et si cette gigantesque mine avait été formée par un impact de météorites? Ces gisements de cuivre et de nickel auraient-ils une origine extraterrestre? Les roches de surface révèlent de nouvelles preuves. Nous avons ici un système de fractures coniques typiques avec des stries qui partent en éventail depuis un point central. Ces roches déformées sont appelées cônes de percussion. Spray est convaincu que la seule force capable de déformer une roche en un cône de percussion comme celui-ci est l'impact d'une météorite. Les cônes sont formés par l'onde de choc qui interagit avec la roche cible. La roche est compressée, un peu à la manière d'un ressort. Et quand l'onde de choc se déploie, cela génère des structures coniques. Nous en avons ici un magnifique exemple, c'est la signature d'un impact. On ne peut créer autrement des cônes de percussion, même avec de la dynamite ou des armes nucléaires. Mais les cônes de percussion ne sont que des indices. C'est la composition de la roche qui va apporter une preuve décisive. Il s'agit d'un assemblage de roches violemment pulvérisées, puis ressoudées par une intense chaleur. Ce que nous avons ici est constitué de débris de la croûte terrestre pulvérisés en millions de fragments. Et dans cette matrice plus sombre, on devrait trouver des traces de météorites sous forme d'iridium. L'iridium est un métal extrêmement rare à la surface de la Terre. Dans l'espace, en revanche, il est des milliers de fois plus abondant. Les astéroïdes sont des sortes de gravats dont la composition est très variable. Certains présentent une structure rocheuse, tandis que d'autres sont métalliques. Mais ils ont tous un point commun qui est une concentration plus ou moins grande d'iridium. La présence en forte quantité d'iridium à la surface de la Terre peut indiquer la trace d'un impact météoritique. Nous allons prélever un échantillon de roche. L'analyse révélera ou non la présence d'iridium. Et cela nous donnera une idée du type de météorite qui s'est abattu ici. Pour voir si la roche contient de l'iridium, il faut la passer dans un four chauffant à plus de 1000 degrés Celsius. La fusion permet de séparer le métal de la roche.
Il suffit ensuite d'attendre que le disque de métal refroidisse pour l'analyser et y trouver d'éventuelles traces d'iridium. Le métal recueilli est réduit à l'état liquide afin d'être analysé par un spectromètre de masse. Cet instrument est capable d'isoler les minuscules particules métalliques avec une incroyable précision. Voici les preuves tant recherchées. Les lignes bleues et rouges indiquent qu'il y a 10 fois plus d'iridium dans la roche de Sudbury que dans des échantillons types de l'écorce terrestre. C'est la preuve irréfutable que Sudbury est le lieu d'un impact météoritique. Mais où se trouve le cratère d'impact? Le sol est plat aussi loin que porte le regard. Les géologues pensent qu'au cours des millions d'années qui se sont écoulées, le cratère a disparu. L'érosion a fait son œuvre. Il ne reste qu'une imperceptible trace de la structure en anneau, visible seulement par imagerie satellite. Après avoir fait l'étude topographique des lieux, Spray et ses confrères découvrent que Sudbury est le deuxième plus grand site d'impact terrestre. Avec un diamètre de 250 km, il se rapproche des 300 km de diamètre du dôme de Vredefort en Afrique du Sud. Il y a près de 2 millions d'années, un astéroïde de la taille du mont Everest s'est écrasé sur Terre. En un instant, l'impact a créé un cratère 20 fois plus profond que le Grand Canyon. L'énergie est telle que l'onde de choc qui se répercute sur le projectile le pulvérise et renvoie ses fragments dans tous les sens, jusqu'à la Lune. L'impact est si violent que des fragments de météorites sont renvoyés dans l'espace. Mais une question reste sans réponse. D'où viennent les précieuses réserves de nickel et de cuivre qui ont fait de Sudbury un site minier d'importance mondiale? La météorite s'étant vaporisée, les vastes dépôts de cuivre et de nickel ne viennent pas de l'espace. Quand l'astéroïde percute la Terre, il creuse une gigantesque cavité de près de 30 km de profondeur dans la croûte terrestre. Les scientifiques estiment que ce trou géant n'a pas gardé sa forme très longtemps. En quelques heures, ses parois se sont effondrées sous l'effet de la pesanteur. C'est comme lorsque vous creusez un trou sur la plage. Vous enlevez des pelletées de sable jusqu'au moment où les parois s'effondrent. Les parois s'effondrent et le fond du cratère se remplit de roches en fusion. La cuvette s'est formée en quelques secondes à peine. Mais il faudra des centaines de milliers d'années pour que la roche refroidisse. Pendant ce temps, les métaux lourds, comme le cuivre et le nickel, naturellement présents dans la roche en fusion, coulent et se déposent au fond du bassin pour former les précieux gisements. L'impact a radicalement modifié la géologie de la région de Sudbury. Il a concentré le nickel et le cuivre en de vastes réserves. Les sites d'impact météoritique n'ont plus seulement un intérêt académique. Avec leurs gisements de minerais précieux, ils représentent une grande richesse économique. Les compagnies minières ont désormais recours à l'imagerie satellite pour révéler la présence de nouveaux cratères d'impact à travers le monde. Les structures circulaires vues de l'espace suggèrent des sites d'impact avec un astéroïde géant. Ces sites peuvent offrir bien plus encore que des gisements de cuivre et de nickel. Pendant longtemps, on a associé les riches mines d'or d'Afrique du Sud à une activité volcanique. La découverte de cônes de percussion dans les années 1960 et la structure circulaire mise en évidence par les images satellites ont révélé qu'il s'agit en fait du plus grand cratère d'impact de la Terre. L'impact a concentré des minerais précieux dans la roche, mais cette fois-ci, il s'agit d'or. À Chicxulub, au Mexique, les scientifiques ont découvert les traces d'un gigantesque impact météoritique. Il aurait causé l'extinction des dinosaures voilà 65 millions d'années. Récemment, ils ont établi un lien entre le cratère Chicxulub et l'important gisement de pétrole découvert non loin. Quand la météorite percute la croûte terrestre, l'impact fracture les roches souterraines et les rend poreuses.
Le pétrole abondant dans les couches plus profondes s'infiltre à travers les roches pour former un vaste gisement. Maintenant, les géologues identifient plus facilement les sites d'impact géants grâce aux cônes de percussion, qui témoignent de violentes ondes de choc, à la présence concentrée d'iridium, un métal très rare sur Terre mais abondant dans les corps célestes, et enfin l'imagerie satellite qui permet de faire le lien entre les cratères d'impact et des gisements de minerais. En plus des minerais présents sur les différents sites d'impact, les météorites ont laissé des traces de destruction massive. Les scientifiques en tirent des conclusions terrifiantes. Si cela est déjà arrivé, il est probable que cela puisse encore se produire. Le 9 octobre 1992, à Johnstown, en Pennsylvanie, des milliers de supporters assistent au match entre deux équipes de football de la région. Un météore éclaire soudain le ciel. En quelques secondes, il traverse l'est du Kentucky, la Caroline du Nord, le Maryland et le New Jersey. Cette boule de feu a été filmée par des centaines de personnes. Elle finit sa course à Peekskill, dans l'État de New York, contre le coffre d'une voiture. Personne n'a été blessé. Le 20 novembre 2008, une météorite entre à nouveau en collision avec la Terre. Une énorme boule de feu fonce vers l'ouest du Canada. Elle traverse le ciel d'Alberta et se désagrège en milliers de petits morceaux. C'est le plus grand nombre de fragments répertoriés en une seule chute. Chaque année, près de 4500 petites météorites de plus d'1 kilo percutent la Terre. Dans plus de 99% des cas, l'impact passe inaperçu et les dégâts sont négligeables. Mais parfois, les astéroïdes peuvent être dévastateurs. Il y a 13 000 ans, le recul de la couverture glaciaire marque la fin de l'ère de glace. Les chasseurs Clovis, l'un des premiers peuples d'Amérique du Nord, parcourent les grandes plaines en quête de proies gigantesques. Une mission archéologique étudie leurs traces dans la grotte de Sheridan, en Ohio, au sud-ouest du lac Erie. Les Clovis étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils chassaient des animaux sauvages et cueillaient des plantes dans la nature. À cette époque, existaient des grands mammifères, comme les mammouths laineux ou les mastodontes d'Amérique. Puis, brusquement, on perd la trace de ces grands mammifères ainsi que les armes des chasseurs Clovis. D'autres sites archéologiques à travers l'Amérique font le même constat. Tankersley est convaincu qu'une catastrophe cataclysmique est à l'origine de l'extinction des mammouths. C'est arrivé en un claquement de doigts. Plus de 30 genres de grands mammifères se sont éteints et la technologie des Clovis s'est perdue. Il découvre dans cette même grotte un indice capital. Il s'agit d'une formation géologique appelée black mat ou tapis noir. C'est une couche sédimentaire sombre constituée de débris carbonisés. Elle suggère une mort par le feu. La couche noire que vous voyez ici est du carbone à haute teneur organique. Ce sont les restes d'animaux de cette époque qui auraient été littéralement calcinés. Pour obtenir ce résultat, il a fallu une température comprise entre 260 et 650 degrés Celsius. L'origine de cette chaleur infernale a longtemps été un mystère. Mais Tankersley pense avoir trouvé des traces d'un impact météoritique au fond de ces grottes de l'Ohio. C'est une sonde de susceptibilité magnétique qui permet de mesurer le degré de magnétisme des différentes couches sédimentaires. Prenons la couche antérieure à l'impact d'astéroïdes ou de comètes. Nous trouvons une mesure avoisinant 7. Si maintenant nous nous intéressons à la couche noire, dans laquelle nous avons trouvé des micrométéorites, nous obtenons un magnétisme 50 fois plus élevé.
ce qui est la signature d'un astéroïde ou d'une grosse comète. Comme ce fut le cas au météore cratère en Arizona, Tankersley pense que ce sont les résidus ferreux de l'astéroïde qui créent ce fort champ magnétique. En traversant l'atmosphère, l'astéroïde s'est en partie fragmenté en milliers de micrométéorites. Selon lui, l'impact aurait été à l'origine de l'extinction des grands mammifères et de la civilisation des Clovis. Cette théorie fait débat dans la communauté scientifique. Certains pensent que l'extinction massive a pu être causée par la foudre ou des incendies allumés par les chasseurs Clovis eux-mêmes. Des études récentes ont cependant étayé la thèse d'un impact météoritique aux conséquences catastrophiques. En mars 1994, Caroline Schumacher et une équipe d'astronomes font une découverte extraordinaire en observant la voûte céleste. Ils aperçoivent une gigantesque boule de feu foncée sur Jupiter. Il y avait une bande de lumière. Je me suis demandé ce que c'était. On aurait dit la queue aplatie d'une comète. C'était chevelu. Ce n'est pas un astéroïde, mais la queue d'une comète. Baptisée Shoemaker-Levy 9, cette boule géante de glace et de poussière d'étoiles se dirige droit sur la planète Jupiter. Quel moment exaltant. Nous étions enthousiastes parce que c'était un phénomène très inhabituel. Personne n'avait jamais vu de comète en orbite autour de Jupiter, même si nous savions qu'il en existait. Et surtout, personne n'avait été témoin de l'impact d'une comète avec un autre corps céleste. Le monde entier a les yeux rivés sur cet agrégat de roches qui file à travers l'espace à la rencontre d'une planète. En pénétrant dans l'atmosphère de Jupiter, une chose incroyable se passe. Les fragments cométaires explosent et créent des ondes de choc colossales, laissant une série de trous sur Jupiter, tous plus gros que la Terre. L'impact sur Jupiter était sensationnel. C'était titanesque. On pouvait voir une tache noire ainsi que le premier anneau et le nuage de poussière. Les astronomes viennent d'assister à une explosion aérienne. En approchant de Jupiter à très grande vitesse, les fragments cométaires sont ralentis par l'atmosphère de la planète. L'énergie cinétique est convertie en pression et chaleur, donnant lieu à une gigantesque explosion. Sur Terre, un tel phénomène aurait détruit toute forme de vie. Le physicien Mark Boslew fait des recherches classées secret défense au laboratoire Sandia au Nouveau-Mexique. Il fait partie des nombreux chercheurs qui étudient les possibilités d'un tel Armageddon. Il semblerait que nous ne sommes pas à l'abri de telles catastrophes, comme le suggèrent des études effectuées dans une région reculée de Sibérie. Le 30 juin 1908, un brillant éclair traverse le ciel. Suivi quelques secondes plus tard par le fracas d'une explosion au-dessus de la région du Tunguska. Un souffle dévastateur déracine des milliers d'arbres et aplatit plus de 2000 km² de taïga. On peut encore voir la trace de cette explosion. Il reste des arbres entièrement dénudés, morts depuis maintenant 100 ans, mais toujours debout. Les astronomes pensent que ce phénomène a pour origine un astéroïde de moins 30 mètres de diamètre. Selon eux, les astéroïdes de cette taille n'entrent en collision avec la Terre qu'une fois tous les millénaires. Mais en 2008, Mark Boslew fait une découverte alarmante. Grâce à un logiciel de simulation très perfectionné, il a pu calculer qu'une météorite de seulement 6 mètres de diamètre pouvait causer autant de dégâts qu'à Tunguska. L'explosion était en fait plus petite que ce que les gens ont pu penser ces 20 dernières années. Ce qui nous permet de l'affirmer, c'est que nous n'avions jusque-là pas tenu compte du momentum qui prolonge l'énergie vers le bas.
Nous voyons ici un astéroïde qui pénètre dans l'atmosphère et qui se trouve à environ 12 km au-dessus du sol. Il explose dans les airs, mais on voit que l'énergie continue de pousser vers le bas, ce qui a pour effet de prolonger l'onde de choc. L'onde de choc se traduit par un souffle très puissant, aussi fort qu'un ouragan. C'est ce souffle qui a couché les arbres. Selon cette théorie et d'après les statistiques, des astéroïdes aussi dévastateurs que celui de Tunguska pourraient percuter la Terre tous les 100 ans. Si une telle explosion survenait au-dessus d'une région peuplée, les conséquences seraient dramatiques. Si un corps céleste de cet ordre venait à exploser au-dessus de Los Angeles, cela raserait les immeubles à plus de 2000 km² à la ronde. Une grande partie de la région métropolitaine serait anéantie. Des études ont révélé l'incroyable force de destruction des impacts d'astéroïdes. La couche sédimentaire noire dans la grotte de Sheridan en Ohio prouve qu'un impact météoritique a pu être à l'origine de l'extinction des grands mammifères. L'explosion de la comète Shoemaker-Levy 9 dans l'atmosphère de Jupiter a montré en temps réel la puissance destructrice d'un tel phénomène. Une explosion aérienne au-dessus de la Sibérie nous donne une idée de ce qu'une météorite de seulement 6 mètres de diamètre peut engendrer comme dégâts. Les astéroïdes représentent une menace incontestable, mais ils sont une extraordinaire source de connaissances. C'est l'étude des astéroïdes et des météorites qui va nous permettre de lever le voile sur les origines de notre système solaire. Les astéroïdes qui sont entrés en collision avec la Terre ont participé à modeler sa surface. En examinant les restes de ces corps célestes, les scientifiques pourraient trouver de précieuses informations sur les origines de notre système solaire et la formation de notre planète. Or, la tâche n'est pas simple. La plupart des astéroïdes géants se sont vaporisés au moment de l'impact avec la Terre. Cela réduit pratiquement à néant la possibilité de les étudier. Les géologues doivent se contenter de fragments d'astéroïdes tombés à terre, appelés météorites. Très légers, ces fragments de roches ont survécu à la traversée de l'atmosphère terrestre pour tomber intacts à la surface de notre planète. Geoffrey Notkin et son équipe cherchent des météorites dans le lit d'une rivière asséchée en Arizona. Ils fouillent le sol grâce à des détecteurs de métaux dans l'espoir de découvrir des météorites de fer. Ils trouvent principalement de la poussière de fer, des petites particules magnétiques extraterrestres qui se collent au marteau aimanté. On estime qu'il y a plusieurs milliers de tonnes de météorites qui tombent à la surface de la Terre chaque année. Ce sont en grande partie de minuscules particules semblables à des grains de poussière. Elles passent inaperçues. Ce qui intéresse Notkin, ce n'est pas la poussière extraterrestre, mais des corps plus conséquents. Cela fait maintenant plus de 15 ans qu'il cherche des météorites. Sa collection compte quelques centaines de pièces. Il y a 3 grands types de météorites. Les météorites de fer sont mes préférés. C'est ainsi que la plupart des gens se représentent une météorite. Elles sont souvent très esthétiques, comme celle-ci, car le fer a fondu en pénétrant dans l'atmosphère. Ensuite, nous avons les chondrites, un ensemble de roches qui ressemblent beaucoup aux cailloux que l'on trouve sur Terre. Elles sont constituées de chondres, de fer et de nickel extraterrestre. C'est ce qui les différencie. Voici enfin le groupe des météorites mixtes, métal-pierre, les plus rares et les plus chères. Celles-ci vaut entre 25 et 30 000 $. Si on en fait une coupe transversale, on peut voir ces magnifiques cristaux d'olivine, connus sous le nom de péridot, une pierre semi-précieuse. En plus de leur valeur marchande, ces météorites présentent un intérêt considérable aux yeux des géologues. Elles détiennent les secrets du passé de la Terre. À l'université de l'État d'Arizona, le professeur Wadhwa analyse les météorites parmi les plus anciennes trouvées sur Terre.
Cette météorite est une chondrite carbonée. C'est probablement ce genre de matériau qui a bombardé la Terre primitive. On les appelle chondrites parce qu'elles sont constituées de petites inclusions. Ces inclusions sphériques sont des chondres, qui comptent parmi les premiers solides formés dans notre système solaire. À l'origine, notre système solaire n'est qu'un nuage extrêmement chaud de gaz et de poussière. En refroidissant, la matière s'agrège pour former des astéroïdes rocheux. Grâce à la technologie moderne, les astronomes peuvent déterminer leur âge. On estime que la plupart des météorites se sont formées il y a 4,6 milliards d'années. Grâce à la technologie moderne, nous sommes en mesure d'être plus précis. En analysant une météorite comme celle-ci, nous apprenons que notre système solaire s'est formé il y a 4,567 milliards d'années. Les calculs sont à 1 million d'années près. Les météorites nous renseignent donc sur l'âge de notre système solaire. Au fil des collisions, les météorites s'accrètent encore plus gros. Ces roches primitives sont les éléments constitutifs des planètes, y compris la nôtre. En étudiant ce type de météorites, nous commençons à comprendre comment notre planète a pu se former et quels ont été les processus qui ont façonné la Terre primitive. En analysant ces météorites, nous entrons dans la structure de composants planétaires. Une fois les planètes formées, la matière restante va s'accumuler et constituer un nuage de poussière et d'objets célestes en orbite autour du Soleil, entre Mars et Jupiter. C'est la ceinture d'astéroïdes. De temps à autre, l'un de ces corps célestes se détache et traverse l'espace à plus de 40 000 km/h. En pénétrant dans l'atmosphère et en s'écrasant sur Terre, il nous livre les secrets de la Terre primitive et peut-être même ceux des origines de la vie. À la fin des années 1960, une météorite s'abat sur la ville de Murchison en Australie. Les astronomes du monde entier se penchent sur la question. Des centaines de fragments météoritiques tombent du ciel, incommodant les habitants de Murchison par une forte odeur de décomposition. Si vous ouvrez ce bocal contenant un fragment de Murchison, vous allez sentir une forte émanation de composés organiques. C'est la roche qui dégage cette odeur encore aujourd'hui. Le professeur Wadhwa et son équipe analysent la météorite de Murchison. Contre toute attente, ils identifient des composés organiques appelés acides aminés. Ce sont des molécules complexes, essentielles à toute forme de vie. Les composés organiques présents dans ce type de météorite sont les éléments constitutifs de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ce sont les matériaux bruts qui ont permis l'apparition des premières formes de vie sur notre planète. Il est possible que les germes du vivant soient d'origine extraterrestre, apportés par les astéroïdes et les météorites. En ce qui concerne nos origines, il n'est pas nécessaire que les matériaux de base soient terrestres. Les germes de la vie et les formes primitives de la vie ont pu venir d'une autre planète ou d'un autre système solaire. Les découvertes sur les impacts météoritiques ont bouleversé notre connaissance des origines de la Terre. Les bancs de roches retournées sur les bords du météore-cratère sont les traces d'un impact colossal. La modélisation 3D montre comment les astéroïdes se vaporisent au moment de l'impact. Les traces d'iridium dans la roche de Sudbury sont la preuve d'un impact météoritique ayant généré des gisements de métaux précieux. L'analyse de météorites a permis aux astronomes de découvrir que notre système solaire a précisément 4,567 milliards d'années. Elle révèle également que les germes de la vie ont peut-être été apportés sur Terre par un corps céleste. Les impacts d'astéroïdes ont profondément modelé la topographie de notre planète. Le passé nous suggère qu'ils ont également le pouvoir d'anéantir toute vie sur Terre en un instant.